Et je suis pas sûr qu'on puisse la trouver un jour sur Terre. Bien sûr, on la cherche. On cherche surtout à dire, est-ce qu'on a des chances de la trouver? Par des expériences de chimie de laboratoire, ou par de la géologie en allant plus loin. Mais là, il y a un trou. Et donc ce trou-là, l'apparition de la vie, le passage de l'inerte au vivant, actuellement, on ne sait pas y répondre. Et c'est tout le thème de la recherche de l'exobiologie et de l'origine de la vie. L'instant décisif où la vie a fait son apparition pour la toute première fois restera longtemps encore un mystère. Mais depuis plusieurs décennies, les biologistes ont malgré tout avancé à pas de géant dans leur compréhension de l'émergence du vivant. Tout a commencé en 1953, avec une expérience inédite réalisée par Stanley Miller, un jeune chimiste de l'université de Chicago. Stanley Miller a fait une expérience. Il a dit, je vais prendre des ingrédients, comme si c'était de l'atmosphère primitive, et puis je vais faire des décharges électriques dedans, et je vais voir ce qui se produit. Et c'est comme ça qu'il a fait une des premières démonstrations, et la première démonstration historique, qu'à partir d'éléments simples, le gaz carbonique, CO2, l'eau, H2O, l'ammoniac, NH3, ou l'azote, N2, donc des éléments simples, communs, etc., avec des éclairs électriques, en refroidissant, on était capable de produire des molécules comme celles qui fabriquent la vie telle que nous la connaissons, des acides aminés. Les acides aminés sont considérés comme les briques du vivant, des éléments primordiaux à la base de chaque organisme, du plus simple au plus complexe. Sur Terre, ils sont au nombre de 20. En s'assemblant les uns aux autres, ils forment les protéines, de longues molécules qui composent les cellules et assurent toutes les fonctions de l'organisme. Pour la première fois, Stanley Miller démontre que ces molécules peuvent se former spontanément à partir d'éléments simples. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, du soufre. Des atomes présents partout à la surface de la Terre et qui réagissent entre eux lorsqu'ils sont soumis à un intense apport d'énergie. Il y a plus de 4 milliards d'années, les prémices de la vie sur notre planète seraient donc sans doute apparues ainsi. Mais alors ce même phénomène a-t-il pu se produire ailleurs dans l'univers? D'autres astres ont-ils un jour été le siège de telles réactions chimiques? Le 28 septembre 1969, une météorite s'écrase dans le sud de l'Australie. Baptisé météorite de Murchison, du nom du village voisin, ce caillou tombé du ciel va révolutionner notre conception des origines de la vie. Dans la météorite de Murchison, on a trouvé 70 acides aminés différents. Donc ils ne sont pas terrestres, ils ont été produits chimiquement quelque part. Des acides aminés semblent donc pouvoir être fabriqués ailleurs que sur Terre. Pour découvrir où dans l'univers de telles réactions chimiques auraient pu se produire, direction la région parisienne, au sein du prestigieux Institut d'astrophysique spatiale. Ici, Louis Dandecourt et son équipe s'intéressent depuis de longues années à des corps célestes bien particuliers, les comètes. En ce qui concerne les comètes, eh bien disons, ce sont au moment de la formation des planètes, tout ne s'est pas formé en planètes, il est resté énormément de micro-planètes qui ne se sont pas complètement formées, qui se sont agrégées. Donc tous les grains qui sont des grains souvent de matière minérale, des grains de sable à la limite, se sont recouverts d'eau sous forme de glace, bien entendu, c'est pas de l'eau liquide. Et ces objets, quand ils se rapprochent près du Soleil, la glace fond, elle pousse les poussières qui se sont agglomérées au départ, et c'est ces poussières qui font qu'on voit une très belle queue sur les comètes. Ces agrégats de roches venus du fond des âges, Louis Dandecourt tente d'en reproduire la structure dans son laboratoire. Son objectif, savoir si, au cœur des astres glacés se cachent, comme sur certaines météorites, les briques essentielles à l'apparition de la vie. À l'intérieur de cette petite enceinte sous vide, le chercheur injecte un mélange de gaz identique à ceux présents sur les comètes. De la vapeur d'eau, du méthanol, de l'ammoniac, du monoxyde de carbone,
Puis il fait descendre le thermomètre jusqu'à moins 196 degrés, soit précisément la température régnant dans le vide intersidéral, aux confins de notre système solaire. C'est ainsi qu'il reconstitue artificiellement de la glace cométaire. Pendant 2 semaines, le mélange est bombardé par des rayons UV. Un rayonnement puissant qui équivaut à l'intensité émise par la lumière des étoiles pendant 1 million d'années. En fait, on est dans la même configuration qu'il y a 2 semaines. On a arrêté la lampe qui produit les photons et on est prêt maintenant à sortir l'échantillon qui se trouve toujours dans le cryostat. Sous l'effet de cet apport d'énergie, les glaces subissent d'intenses transformations chimiques. Après analyse, les échantillons révèlent alors la présence d'acides aminés. On a en fait une sorte d'extension de l'expérience de Miller à des systèmes solaires entiers, si vous voulez, d'une certaine manière. Eh bien, c'est quand même un très gros encouragement parce que on pourrait généraliser l'expérience de Miller à d'autres systèmes stellaires qu'on observe, en fait. On fait une expérience de Miller qui est valide à l'échelle cosmique. Les acides aminés, les briques fondamentales du vivant, se formeraient donc spontanément au cœur des comètes. Il y a bien longtemps, c'est peut-être même grâce à ces corps célestes que les premiers d'entre eux sont arrivés sur notre planète. Selon certains spécialistes, la vie sur Terre pourrait ainsi avoir une origine extraterrestre, une origine cométaire. Cette découverte est un grand pas dans la recherche de la vie ailleurs, car si les comètes ont pu ensemencer la Terre, elles ont peut-être également apporté des acides aminés sur d'autres planètes. Les premiers ingrédients indispensables à la vie pourraient donc se trouver n'importe où dans l'univers. Mais malgré tout, la présence d'acides aminés n'est pas forcément synonyme de vie. Alors les acides aminés sont encore des molécules un peu simples. Et quand vous prenez des acides aminés et que vous les raboutez bout à bout, si vous en mettez plusieurs centaines, vous commencez à avoir des petites protéines. Donc on peut essayer de comprendre ce qui se passe pour fabriquer des molécules de plus en plus complexes, molécules qui seraient capables de s'auto-reproduire à un moment, ce qu'on appelle de l'autoréplication, et puis finalement de s'auto-organiser et donc de créer par exemple des longues chaînes moléculaires qui sont à la base du vivant. Pour évoluer vers la vie, les briques élémentaires doivent donc s'assembler, s'organiser et acquérir la capacité de se multiplier. Or, de telles réactions ne peuvent se produire que dans des conditions très précises. Les conditions d'apparition de la vie, il faut les ingrédients de base, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre, et encore toute une ribambelle de produits dans très petites quantités. Il faut un milieu dans lequel cela puisse se produire. En clair, c'est la chimie dans un milieu liquide, et le milieu liquide naturel, c'est l'eau. Donc il faut qu'il y ait de l'eau. Et pour que ces réactions puissent se produire et s'entretenir, il faut qu'il y ait des sources d'énergie. C'est de la chaleur, des éclairs, qui transmettent de l'énergie à des nouvelles molécules. Ils sont capables donc de générer des nouvelles molécules de plus en plus complexes. De l'eau, de l'énergie et des ingrédients de base capables de former des molécules complexes comme les acides aminés. Voilà donc les éléments essentiels à l'émergence du vivant. Grâce aux comètes, les acides aminés peuvent potentiellement se trouver sur n'importe quel astre rocheux. Le Soleil et les milliards d'étoiles de l'univers apportent quant à eux de l'énergie en grande quantité à toutes les planètes. L'eau, en revanche, l'eau sous forme liquide, est une ressource extrêmement rare. Partir en quête de la vie extraterrestre revient donc à chercher les endroits où de l'eau pourrait exister. Des endroits que les scientifiques ont baptisés les zones d'habitabilité.